Oula, j'ai tout mélangé. Bonjour à tous, c'est Mimi. Mon intro ne va plus. Bonjour à tous, c'est Mimi Leili, j'espère que vous allez bien. On reprend là où on s'était arrêté avec beaucoup de joie. On s'en était arrêté là, on va plus parler de ça, on va parler d'autres trucs chouettes. Ouais, on va aussi finir sur de la tristesse, mais c'est pas grave, il y a des trucs chouettes quand même, je vous promets. Après avoir lu cette BD forte en émotions dont je vous ai parlé du coup la semaine dernière ou il y a 2 semaines ou je ne sais pas comment se passe l'espace-temps dans le futur, j'ai aussi ensuite lu, et ça m'a pris un moment de lire, les Chroniques d'Éphéméra, Ouroboros de Célia Blossom, qui est sortie aux éditions du Taule, du Saule. C'est une cosy fantasy très choupie, très douce, très douce. C'est une copine qui l'a écrit, je vous en avais parlé il y a hyper longtemps, genre quand c'est sorti, ça devait être au mois de mars. Donc je vous en ai parlé au mois de mars, je l'ai acheté au mois de juin, et je l'ai laissé traîner jusqu'au mois de septembre. Mais je l'ai lu, et ça c'est le plus important. Alors, je vais pas être très objective parce que c'est une copine, donc je veux que vous l'achetiez son livre, parce que c'est son premier roman. Soutenons les jeunes auteurs, toujours. Elle écrit tellement bien, elle a une plume vraiment très douce, très poétique, très belle. La dernière fois, je vous avais dit que dans L'âme du vent, trop de poétisme dans un roman, ça a tendance à m'empêcher de rentrer dedans. C'est un peu ce que j'ai vécu aussi avec Ouroboros, mais pour des raisons différentes. Ouroboros, c'est pas opaque. Il n'y a pas de nébuleux, de trucs nébuleux qui se passent, pas du tout. Mais c'est très beau. C'est très beau, c'est très contemplatif, parce que c'est de la cosy fantasy vraiment... c'est un voyage, quoi, si vous voulez. C'est vraiment un voyage un peu initiatique. On passe d'un endroit à un autre, on croise des gens, les gens s'écartent, ils croisent d'autres gens, on va suivre plein de monde, à plein d'endroits différents du monde d'Éphéméria, pardon. C'est pas spécialement difficile à suivre, par contre. Mais du coup, comme il y a énormément de monde, que tous ces gens font cette quête initiatique, bah, il y a des trucs pour les différencier, mais en même temps, ils se ressemblent tous un petit peu. Et du coup, c'est difficile de tirer son épingle du jeu. Je me souviens que le personnage principal, qui en fait, c'est une flopée de personnages principaux, mais on ouvre le roman avec Edenis, c'est pas du tout mon personnage préféré, alors que elle a tout pour me plaire. C'est une druide, enfin, c'est une druidesse. C'est une aspirante soigneuse, si vous voulez. Et comme c'est ma came de ouf, hein, moi, les druides et les soigneurs dans Medfant, c'est vraiment ma came. Mais là, Edenis est très douce, elle est agréable, on a envie de la suivre, on a envie de savoir ce qui va lui arriver. Mais il y a d'autres personnages qui sont aussi très doux, très beaux, très cocons. Vraiment, c'est ça, c'est très cocon comme lecture, c'est très doux, c'est très agréable à lire. Et d'une certaine manière, c'est un peu difficile de rentrer dedans parce que on a l'impression que il se passe quelque chose sans nous. Vous voyez ce que je veux dire? On est embarqué dans cette histoire comme si on était des protagonistes secondaires ou des gens qui étaient là pour voir ce qui se passe, mais pas des acteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est très agréable. Il est découpé en 4 parties, ça fait une année complète, donc on a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, dans cet ordre-là, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Il y a des petits, regardez, il y a des petits symboles pour passer les paragraphes. C'est très choupi, c'est très doux, c'est... Ouais, c'est un voyage. Quand même, je vous parle un petit peu, il y a des péripéties, hein. Il se passe des trucs dedans, il se passe pas rien. Il y a des choses même graves qui arrivent. Mais en fait, tout est enrobé dans cette espèce de sentiment de bienveillance. Mais ça, c'est parce que Célia Blossom, qui est donc une copine que j'aime beaucoup, est par nature très très douce. Très douce. Et donc, elle ne peut que écrire des trucs très doux. C'est l'histoire du coup de Edenis et ses compagnons de route, je vais pas dire tout le monde, qui vont à la recherche de leur roi. Leur roi, c'est une espèce de puissance que chaque être humain possède, enfin chaque chose naturelle possède en fait même. Les minéraux, les végétaux, bref, tous les animaux et les humains.
Et en fait, c'est une espèce d'essence vitale, si vous voulez. Et les humains ont appris à la contrôler, cette essence vitale. Et donc, il y a plusieurs types de Wa. Les 4 éléments eau, feu, air, terre. Mais il y a aussi le Wa minéral, le Wa végétal. Et une fois qu'ils ont connu leur étincelle, donc le moment où ils réussissent à utiliser le Wa pour la première fois, après ça, il va se passer un voyage initiatique pour essayer d'en découvrir plus. Je sais plus comment ça s'appelle, la deuxième phase, mais il y a une espèce de deuxième phase pour agrandir son pouvoir du Wa et en découvrir plus sur le monde, en fait, tout bêtement. C'est vraiment un voyage, vraiment c'est un voyage, quoi. On est vraiment dans un voyage. Il y a aussi une quête sous-jacente, on sent qu'il y a un truc qui va pas, un truc qui a été caché par les sages du monde d'Éphéméria. Il y a un truc qui fonctionne pas, qui sonne pas juste avec tout ce qui est censé être connu et qui existe. Notamment, il existe des personnes qui ne développent jamais le Wa. Et ben en fait, on va essayer de comprendre pourquoi ces personnes-là, qui s'appellent des Unai, en fait elles sont différentes. Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas développer le Wa? Et c'est tellement doux. Vraiment, pareil, c'est une lecture très cocon. Alors, moi ça n'a pas été ma lecture préférée, mais déjà, le principe est trop chouette. Le fait d'avoir un voyage, c'est trop chouette. Moi j'aime beaucoup les récits de voyage. Si vous êtes moins sensible que moi à s'attacher à un personnage, je pense que vous arriverez à rentrer là-dedans beaucoup plus facilement que moi. Moi, je me suis accrochée, voilà, je dirais à peu près à la partie quand on a commencé à l'automne. Donc à peu près à la moitié du bouquin. Là, j'ai commencé à être vraiment dedans. Parce qu'il se passait un peu plus de trucs aussi, je pense. Normalement, ça me pose pas vraiment aucun problème. Hein. J'ai beaucoup de lectures où il y a très peu de péripéties et c'est pas du tout un souci. Je sais pas pourquoi là, spécifiquement, j'en avais envie. Peut-être parce que l'univers me donnait envie qu'il y ait des péripéties dedans. Vous attendez pas vraiment à ça. C'est vraiment très fluide, très doux. Et il commence à y avoir des trucs qu'on va essayer de comprendre et tout ça, mais ça va arriver petit à petit, plus tard, et vers la fin du roman plutôt. Là, on va avoir une espèce d'accélération de choses qui vont essayer d'être expliquées. Mais bref, très très bonne lecture. J'aime beaucoup La Plume de Céléa. J'ai très hâte de voir la suite de ce qu'elle va écrire, parce que elle est tellement douce. On sent une évolution, c'est rigolo, c'est un truc de premier roman, je pense que c'est pareil chez moi et c'est pareil chez tout le monde. On sent une évolution de la plume au fur et à mesure du livre, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai plus aimé la partie à partir de l'automne. C'est parce que on sent que la plume s'affûte, que les phrases sont plus précises, que les sentiments, les impressions sont plus précis. Bref, foncez, les chroniques d'Éphéméria, Ouroboros de Céléa Blossom, c'est très doux, c'est très cocon, c'est très agréable. Ensuite, dans la série, j'ai lu Les Copines. Je vous en ai parlé et reparlé. Mais Les Hurlements d'automne, tome 3, du Givre et des Flammes pour le crépuscule de Laura Moutin-Grave. Ah, Laura, je t'aime. Elle sait ce que j'ai pensé de son livre. En fait, je lui ai fait un petit résumé de là, j'en suis là. Trop bien, trop bien. J'ai un conseil à donner. Si vous voulez lire Les Hurlements d'automne, lisez-les. Il faut tous les lire d'un coup. Parce que moi, du coup, puisque le tome 3, je l'ai acheté quand il est sorti, il vient de sortir, j'ai attendu quelque chose comme 8-10 mois, je dirais peut-être même 1 an. Ouais, je dirais plutôt plus 1 an, même peut-être un peu plus qu'1 an, entre le tome 2 et le tome 3. Et il y avait plein de trucs que j'avais oubliés. Pourtant, j'ai plutôt une bonne mémoire sur ce que je lis. Il y a un petit rappel au début. Elle nous a fait un petit rappel de personnages et de ce qui s'est passé dans les tomes précédents, ce qui est très très chouette, hein, parce que vraiment c'était très nécessaire. Mais du coup, j'ai eu cette espèce de frustration de pas autant kiffer ma lecture que si je l'avais lu à la suite direct du tome 2. Parce que dans le tome 2, il se passe énormément de choses. Je vais évidemment pas vous spoiler. Hein. Énormément de choses dans le tome 2. Et le tome 3, c'est vraiment la suite directe, quoi. On est vraiment dans le... Il y a eu une action qui s'est terminée, hein, dans le tome 2. Il y a
y a un truc, ça se termine, et c'est une fin, mais c'est une fin qui laisse entendre qu'il va se passer des trucs derrière. Et ces trucs, ils arrivent dans le tome 3. Et j'ai été tellement frustrée, mais tellement frustrée de pas être... de me poser toutes les deux lignes pour me dire, attends, c'est qui lui déjà? C'est qui elle? Attends, elle avait fait quoi? Elle venait d'où? C'était quoi son pouvoir? Parce que c'est des histoires, c'est de l'urban fantasy. Il y a plein d'espèces qui cohabitent sur Terre. Bref, je vous en parle après. Bref, donc, quelle frustration. Donc, j'ai très envie... En fait, j'ai envie de relire toute la saga pour pouvoir apprécier le tome 3 à sa juste valeur. Parce qu'il est très bon. Il est très bon. De toute façon, Laura, elle écrit, mais divinement bien. Elle pas du tout comme Céléa. Céléa, elle a une plume très douce et très poétique qui va dans tout... Qui va nous expliquer... Alors, j'allais dire dans tous les sens, mais c'est pas ça. Mais qui va nous expliquer tout plein de choses très belles. Laura, c'est incisif, c'est direct, c'est même presque vulgaire parfois. Pas que presque. Et franchement, ça marche, mais du tonnerre, quoi. C'est trop bien. Et du coup, je pense qu'il y a un moment où je vais relire toute la saga pour me donner cette sensation de... je passe pas à côté de certains éléments, vous voyez ? Dans l'idée. Alors, de quoi ça parle? Parce que je vous dis mon expérience de lecture, mais vous savez pas. Alors, je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Autumn, qui se fait mordre dans le métro et qui, petit à petit, va découvrir des symptômes un peu chelous et elle va se transformer en garou. Loup-garou. En l'occurrence, une louve garelle, si vous voulez. Elle va être envoyée dans les Carpates pour apprendre à maîtriser son pouvoir. Par, comment ils appellent ça? Ils appellent ça l'ordre, je crois que c'est l'ordre. Et en fait, l'objectif, c'est d'éviter que le voile ne tombe. Le voile, c'est un peu ce qui permet de protéger les créatures surnaturelles des autres humains, et les humains des créatures surnaturelles, et empêcher que il y ait une confrontation entre les deux, j'allais dire espèces, mais il n'y a pas que deux espèces, hein, donc... les deux peuples, si vous voulez. Et donc, vraiment, l'objectif de l'ordre, c'est d'empêcher qu'il y ait un fight et que les humains découvrent la brume. En fait, ce qu'on appelle la brume, c'est là où il y a tous ces personnages surnaturels. Et pour éviter des guerres et des trucs horribles, quoi. Vous pouvez imaginer tout ça. Bref, et forcément, après, on va rentrer dans des considérations beaucoup plus graves. Il va se passer des trucs très graves, des péripéties très compliquées. Et dans l'objectif toujours de protéger le voile, de surtout éviter que les humains se rendent compte qu'il existe des trucs chelous. Et c'est un enjeu hyper important, hyper majeur, et on a, du coup, je trouve ça très bien, on a deux personnages qui sont un peu gris, qui sont, comment s'appellent-ils? Je vais vous retrouver leur nom, ils sont au début du roman. Mark et William, voilà, sont en fait des éclaireurs de l'ordre qui ont pour but de maintenir le voile. Et du coup, quand la lune bleue, c'est la meute d'automne, la lune bleue fait n'importe quoi, et Mark et William, ça devient leurs ennemis. Mais au départ, c'est pas des ennemis, c'est pas du tout des ennemis, c'est des personnages qui veulent que tout le monde coexiste correctement et que ça se passe bien, quoi. Sauf que la lune bleue, ils sont un peu... C'est des têtes brûlées, quoi. On les adore, on a envie de les suivre. À chaque fois qu'il y a moi, personne Mark et William, du coup, je les aime pas parce que je suis à fond avec la lune bleue. Je suis partie de la meute, quoi, si vous voulez. Mais du coup, quand il y a Mark et William, je suis là, non, pas les enquiquineurs, pas encore eux. Alors qu'en fait, ils font leur boulot et ils le font bien. Et du coup, ça rend... vous voyez, ça rend vraiment il y a une question de bien et de mal dedans, évidemment, mais beaucoup aussi de morale grey, de ouais, mais c'est pas parce qu'on a fait ça que ça fait de nous quelqu'un de mauvais, ou c'est pas parce qu'on a été une mauvaise personne qu'on peut pas se repentir. Inversement, c'est pas parce que là, on fait les choses pour le bien qu'en fait on les fait bien. Et ça a créé une énorme palette de nuances. Il n'y a pas une façon de faire les choses et il n'y a pas une bonne façon de penser. Et je trouve ça génial. Et vraiment, c'est d'un rafraîchissant. C'est pas genre, juste, nous, on est la lune bleue et on va combattre les méchants. C'est l'idée, sauf qu'en fait, tout le monde s'y prend mal, quoi. Parce que c'est des humains. Enfin, des humains. On s'entend. C'est des créatures dotées d'intelligence et d'émotion. Voilà.
Bref, c'est trop chouette. C'est vraiment trop chouette. Je sais pas quoi faire pour vous convaincre d'aller acheter et lire les Hurlements d'automne. Perso, même s'ils sont plus chers, parce que c'est normal, c'est des reliés et c'est de l'auto-édition, même s'ils coûtent plus cher, perso, je trouve vraiment que les reliés, ça ajoute à l'expérience de lecture. Donc. Ensuite, changement de registre total. Ma maman m'a prêté un livre, et pour une fois, je l'ai lu dans la foulée. Ce qui n'arrive pas, hein, d'habitude. J'ai lu Le mec de la tombe d'à côté, de Katarina Mazetti, qui est donc une autrice suédoise. Vous pensez à quoi quand vous voyez Le mec de la tombe d'à côté? Ça vous fait penser à quoi comme genre de bouquin? Thriller, policier? On est sur une romance. C'est une romance. Et c'est une romance qui parle de lutte des classes. Parce qu'en fait, ce sont deux personnes qui vont se rencontrer au cimetière. L'une parce qu'elle est très jeune veuve. Et l'autre parce qu'il a perdu sa mère. Je crois que c'est sa mère. Oui, c'est sa mère. Et au départ, ils se détestent parce que vraiment, il y en a une qui est très carrée, très froide, très propre sur elle. Ça tombe, il n'y a pas un truc qui dépasse. Et l'autre, il pue le fumier, il est habillé comme un paysan. La tombe de sa mère, elle est fleurie de trucs en plastique, de trucs un peu wish, vous voyez, comme dans l'idée. Bref, et du coup, en fait, au départ, ils se parlent pas et ils se détestent. Ils se voient souvent parce que leurs tombes sont côte à côte. Ils se détestent par essence. Et puis un jour, il se passe un truc dans le cimetière juste à côté, ça les fait sourire, ils se regardent, ils sourient tous les deux, ils font et bam, coup de foudre. Et alors là, s'ensuit un truc hyper charnel, hyper sensuel. Il n'y a pas énormément de scènes de sexe dedans, mais c'est quand même vraiment la tension, elle est là, quoi. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle vient d'un milieu très aisé, et lui, c'est un fermier. Et en fait, la cohabitation, c'est compliqué. On peut pas, du jour au lendemain, changer complètement ses mœurs et sa vision du monde, quoi, parce qu'on est amoureux de quelqu'un d'autre. Et ça parle de ça. Je veux pas vous dire comment ça finit, parce que je trouve que ça fait partie du truc. J'ai personnellement pas trop aimé la fin, mais je la comprends. Mais bonne lecture, pas transcendante, bonne lecture. Ça m'a bien plu, je l'ai lu assez vite, en vrai. C'est rigolo. C'est rigolo et en même temps ça fait réfléchir, parce que du coup, on se dit mais est-ce que l'amour ça suffit? Spoiler alerte, personnellement je pense que l'amour ne suffit pas. Mais chacun voit midi à sa porte. Je pense que aimer très fort quelqu'un ne suffit pas à construire une belle histoire. Et c'est un peu tragique, mais c'est un peu cette histoire-là. Et ouais, non, bonne lecture, bonne découverte. Alors, je suis pas sûre qu'il y ait énormément... C'est sorti chez Babel, ça se voit là. Il y a énormément de gens qui l'aient lu sur le booktube français, ça m'étonnerait. Je pense que le public visé est plus âgé que la majorité des booktubeurs, booktubeuses, mais sait-on jamais. Franchement, ouais, bonne lecture et bonne découverte. On va s'arrêter là-dessus. Ensuite, et pas des moindres, ça faisait 2 ans que je voulais le lire. Ça faisait 2 ans que je me disais, c'est pas le moment, tu vas juste mourir intérieurement. J'ai lu, et ce sera le dernier livre dont on parlera aujourd'hui, n'est-ce pas? Betty de Tiffany McDaniel, sorti aux éditions Totem il y a du coup 2 ans. Que dire? Je comprends le coup de cœur pour tant de gens. Ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. C'est une lecture que j'ai adorée. Je lui ai mis 10 sur 10. Enfin 5 sur 5. Mais c'est pas un coup de cœur pour autant. Pourquoi? Parce que c'est trop tragique. C'est l'histoire de vie de Betty, qui est fille d'un papa Cherokee et d'une maman native américaine, justement pas native américaine, juste occidentale, très classique quoi. Et il leur arrive que des malheurs dans cette famille. C'est une famille de 8 enfants au départ. Il y en a qui meurent nés, qui sont morts nés, et puis après il se passe d'autres trucs. Et c'est dur. Et je veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de
spoil en fait très vite parce que il peut pas se passer 50 milliards de choses, de trucs terribles dans une famille. Vous voyez? J'aime beaucoup, j'ai adoré le début parce que vraiment ça te pose le décor, ça te pose l'ambiance, tu deviens un peu Betty, t'es un peu fan avec elle, et puis elle est très vivante, elle est très... on aime beaucoup le personnage de Betty ici. Elle est très très vivante et elle a une patte personnelle vraiment particulière que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et sur 200 pages, le livre en fait 700, hein, sur 200 pages, tu fais « Ouh, bah, c'est une petite balade quoi, c'est tranquille, ça va, c'est pas si terrible que ça !» Et la suite arrive. En fait, dès le début, tu doutes qu'il se passe des trucs pas glop, mais tu te dis, bon, allez, est-ce que vraiment? Je veux pas rentrer dans le détail, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vous découvrir, mais par contre, on est sur un énorme trigger warning. Hein. Si vous aimez les histoires de famille, ok. Par contre, il faut aimer les trucs tragiques. Mais genre... vraiment tragique, où tu te dis mais là il n'y a plus d'espoir, c'est pas possible, ça peut pas marcher, ça peut pas aller. Et il y a un truc très fort avec ce bouquin, c'est que des moments il se passe des trucs vraiment horribles, tu te dis mais on peut pas aller plus loin. Et si, ça existe hein, finalement. Et là où c'est le plus glaçant, c'est que c'est tiré de l'histoire de la maman de Tiffany McDaniel, qui s'appelait Betty. La maman de Tiffany McDaniel, elle avait 10 frères et sœurs et non pas 7. Donc, c'est pas complètement biographique. Mais on sent très vite que c'est hyper inspiré. Et du coup, ça pose vraiment la question de à quel moment on est dans le vrai et à quel moment on est dans la fiction là. Et du coup, j'en ai beaucoup parlé avec mon chéri parce que j'avais besoin de m'y pencher un peu. Je l'ai lu très vite, je l'ai lu. Si on enlève les jours de coupure où j'ai pas lu, je pense que je l'ai lu en 4 jours. Pour 800 pages avec mon rythme actuel, franchement, enfin 700 pages, franchement pas mal. Et vraiment j'en ai beaucoup parlé avec lui et je lui ai dit ça se passe dans les années 60, ça parle d'une femme des années 40 et de ses enfants, machin. Et il me dit mais ça m'étonne pas, et après il m'a raconté des trucs que lui il connaissait. Ouais, bah oui, c'est la vie de ces époques-là. Et on est vraiment, franchement, on a vraiment de la chance de l'époque dans laquelle on vit. Et je parle beaucoup des femmes là. Ouais, on a beaucoup de chance. En tout cas, dans les pays occidentaux, on a beaucoup de chance. Je parlais du coup à la fin de la vidéo précédente sur la vie lecture de notre affaire de la BD sur Gisèle Pellicola. Oui, il y a beaucoup de choses à revoir encore, il y a des trucs qui vont pas du tout. Mais quand même, on est parti vraiment de loin, quoi. Bref, voilà. Donc, Betty de Tiffany McDaniel, une claque. C'était beau, c'était chouette, c'était intense, mais c'était terrible. Heureusement, et j'ai été hyper inspirée de me dire il faut que j'attende d'aller vraiment beaucoup mieux pour le lire. Parce que j'ai eu une grosse phase très dépressive ces dernières années. J'aurais pas pu lire ça. Juste ça m'aurait foutu dans le mal. Là, vous voyez, j'ai eu le moment où je l'ai lu, où j'allais pas très bien, le lendemain peut-être, maintenant ça va mieux. Voilà. Et c'est pas mal déjà, 2 vidéos qui font respectivement 25 minutes et 25 minutes, on est bien, hein. Du coup, pour un peu plus de douceur et plus de légèreté, la lecture d'après, je suis aussi sortie de ma pile d'automne. Et j'ai décidé de lire la suite. J'ai hésité en fait entre deux trucs pour être honnête. J'ai hésité entre les Whisperix qui m'a été offert par une copine pour mon anniversaire et La Vallée Arc-en-Ciel de Lucy Maud Montgomery. Et vous voyez que mon marque-page est dedans, donc c'est celui que j'ai décidé de lire parce que ça faisait à peu près 1 an et demi. Je pense que j'avais lu Anne Ingleside, qui est donc le tome 1, 2, 3, 4, 5 de la série principale de Anne de Green Gables. Et donc ça faisait un moment que j'avais envie de lire la suite. Là c'était l'occasion, vraiment j'avais besoin de douceur. Effectivement, il y a eu des choses horribles chez les femmes, mais c'est bien aussi de se rendre compte qu'il n'y avait pas que des trucs horribles. Là on est dans le Canada
des années... Alors je dirais années 20 peut-être, hein, en vrai. Hein. Lucy Maud Montgomery, elle est née... elle a vécu entre 1870 et 1930, je crois, à peu près. Ouais, je dirais qu'on est dans le Canada des années 20, à peu près. Oh, un peu de douceur, s'il vous plaît, merci beaucoup. Voilà. Je crois que je vais continuer de tourner des vidéos parce que je suis très motivée. Je sais pas. Parce que oh, Book Haul, peut-être on va parler de saga. Et on parlerait de saga pour une première fois dans cette chaîne, mais ce serait merveilleux. Ah, sait-on jamais. Bon, je vais couper la caméra, je vais réfléchir une demi-seconde et puis après je vais relancer la caméra. Et entre-temps, je vais vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes lectures, de faire des rencontres qui vous plaisent, qu'elles soient livresques ou non. Je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main et je vous fais des bisous. Ciao. Ah.